Bonjour, je suis Stéphane Malocena, cofondateur de Volumic 3D et pour ce premier opus de Route 06, je vous invite sur la Grande Corniche, un endroit magique et inspirant. Bon Stéphane, on va déjà préciser qu'on a fait un test antigénique pour pouvoir se promener sans masque dans cette voiture aujourd'hui. Absolument, moi j'ai mon test qui est négatif. Négatif également. Être négatif, c'est positif là. C'est des examens qu'on est content de pas avoir. Donc nous sommes sur la Grande Corniche. Tu as choisi de nous emmener sur cet endroit merveilleux. On va en parler un petit peu plus tard. Pour commencer, on va quand même parler de Volumic 3D, donc société dont tu es le cofondateur et qui est dans la technologie donc des imprimantes 3D. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet, s'il te plaît? Oui, c'est une bonne introduction. J'ai cofondé Volumic avec mon associé Gérard Lupineau il y a 7 ans et nous avons décidé de monter notre marque d'imprimantes 3D. Et aujourd'hui, nous sommes reconnus en tant que fabricant d'imprimantes 3D et fabricant français. En termes de reconnaissance, vous avez été présent au CES de Las Vegas et également à la grande exposition de l'Elysée. Oui, c'est très valorisant, c'était incroyable parce que le premier événement c'est le CES de Las Vegas. Le Consumer Electronics Show, c'est le plus grand show au monde des nouvelles technologies. Il se tient à Las Vegas depuis je crois plus de 50 ans. C'est la référence dans le secteur et ce sont des marques mondiales qui se battent pour exposer là-bas. Nous donc on a pu y exposer en 2020, janvier 2020, juste avant le Covid. Déjà, il faut montrer patte blanche pour pouvoir être sélectionné sur ce salon, avoir vraiment de l'innovation, surtout quand on est une petite entreprise ou une start-up. Donc on a déjà passé ces sélections et après on a pu présenter nos nouveautés d'imprimante 3D sur le salon avec un accueil incroyable parce que là on a vraiment un visitorat international qui venait sur notre stand. Et on est parti du principe d'essayer d'avoir un award, d'avoir une récompense, parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui fonctionnait vraiment bien là-bas. Et on a pu avoir non pas un award, mais 2 awards à Las Vegas en 2020. Un premier award dans la catégorie 3D printing et un deuxième award dans la catégorie environnement et développement durable grâce à la technologie et donc grâce à l'impression 3D. Donc on a réussi à avoir ces 2 awards et c'est valorisant, mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que le award de 3D printing, il n'y a que 2 entreprises dans le monde qui ont pu l'avoir en 2020. C'est le numéro 1 chinois et c'est nous. Donc la petite source de fierté, elle est plutôt là, c'est de se dire qu'une petite entreprise française et qui est ici à Nice sur la Côte d'Azur a pu avoir un prix équivalent au numéro 1 chinois mondial qui lui est d'une dimension tout autre. Donc là on est vraiment dans une approche qui nous a plu et voilà, ça on en était plutôt fiers. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des applications aujourd'hui de l'impression 3D et puisqu'on est là dans une voiture, une belle ID3 de Volkswagen, on imagine qu'il y a aussi des applications liées au secteur automobile, non? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la 3D fascine beaucoup de personnes, elle fascine le grand public, mais c'est pas encore super accessible pour le grand public, parce qu'il faut avoir des objets 3D, il faut avoir quand même un petit peu de compétences. Donc c'est une révolution silencieuse, mais quand même assez forte chez les professionnels. C'est-à-dire que les professionnels, eux, utilisent l'impression 3D tous les jours. Ils vont l'utiliser pour faire leurs prototypes, pour faire leurs maquettes. Ils vont pouvoir l'utiliser pour faire des pièces de remplacement, pour faire de l'outillage et faire de la production aussi, produire des pièces en quantité. On va pas chambouler la production traditionnelle de pièces industrielles, mais par contre pouvoir produire 500, 1 millier, 2000, 3000 pièces en 3D en quelques jours, ça devient possible. Et donc concrètement aujourd'hui,
les professionnels utilisent la 3D dans tous les domaines. On va avoir évidemment l'aéronautique, la recherche, la défense, et là on parlait de l'automobile, donc l'automobile utilise beaucoup la 3D, d'un côté dans ce qui est prototype, donc par exemple là dans ce véhicule on va avoir les poignées de porte qui sont prototypées en 3D, on va avoir des rétroviseurs, des coques de rétroviseurs qui sont prototypées en 3D, des grilles des haut-parleurs pour cacher les haut-parleurs, pareil, réalisé en 3D, c'est développé directement en interne par les constructeurs. En quelques jours et en quelques heures même, ils ont leur prototype. Ils peuvent prendre des décisions rapides, en toute confidentialité. Il y a des économies de coûts aussi par rapport à ça. Donc pour eux, c'est tout à fait révolutionnaire. Là, on était dans la partie prototype. Mais à côté de ça, il y a la partie outillage, où ces mêmes imprimantes 3D vont être utilisées pour réaliser de l'outillage dans les chaînes d'assemblage des véhicules. Donc on va avoir sur par exemple des chaînes d'assemblage des moteurs ou de placement des moteurs après dans les véhicules, plein de petits outillages, de pièces de remplacement qui ont été imprimées en 3D, cette fois-ci dans des matériaux très résistants. Alors ces matériaux, ça va être des matériaux chargés en carbone, chargés en fibre de verre, chargés en Kevlar, pour apporter vraiment une résistance et une durabilité dans le temps. Oui, ce qui est impressionnant quand on est novice par rapport à cette technologie, c'est le nombre de matières qu'on peut utiliser pour fabriquer des objets en 3D. Et on a même vu dans votre showroom, on a même vu des objets en bois. Comment c'est possible, tout simplement? Quand on a lancé notre marque il y a 7 ans, on était capable d'imprimer 4 ou 5 matériaux différents, et c'était déjà révolutionnaire. Aujourd'hui, on flirte avec les 60 matériaux. Donc la gamme est très large. On va d'abord avoir des matériaux éco-responsables, donc des matériaux biodégradables, des matériaux recyclables et recyclés. Après, on va avoir des matériaux souples pour fabriquer par exemple des joints ou toutes les pièces qui ont besoin de souplesse. On va avoir les matériaux que l'on appelle nous semi-précieux, donc ça sera du bronze, du cuivre, du laiton, et là-dedans on va avoir aussi des bois. Donc comme vous disiez, du bois peut s'imprimer en 3D, donc c'est sur une base d'un polymère plastique qui va être chargé jusqu'à 50% de bois, donc on a vraiment l'odeur du bois et l'aspect du bois qui va s'imprimer en 3D. Par contre là on va être dans des matériaux plutôt décoratifs, il n'y a pas de finalité de résistance. La résistance on va la trouver avec des matériaux beaucoup plus solides, donc là on va être sur ces fameux matériaux chargés avec de la fibre de verre, du carbone, du Kevlar, et après il y a certains plastiques que l'on appelle les plastiques PIC ou PEKK qui sont très très résistants en matière de polymère. Ce sont même des matériaux qui résistent à des très hautes températures, et ce sont des polymères qui sont utilisés dans l'espace et qui partent dans l'espace. Donc ce sont vraiment les plastiques avec qui embarquent les plus hautes technologies. Quel est l'impact de l'impression 3D sur l'environnement? On imagine que ça doit amener pas mal de solutions, non? Alors oui, la première c'est déjà pour répondre à l'utilisation du plastique. On a le choix dans les plastiques que l'on utilise et on peut aller et opter pour des plastiques biodégradables, des plastiques recyclés. Donc il y a vraiment une revalorisation des déchets qui est possible grâce à la 3D. Mais la vraie valeur de la 3D, elle se situe pas dans les matériaux eux-mêmes, c'est surtout dans l'aspect fondamental de la 3D, c'est de pouvoir produire localement. Pouvoir produire localement, c'est directement sur place, être autonome, ne pas être là à attendre et à consommer une pièce ou à commander une pièce qui va venir et qui va être transportée et qui va venir peut-être de l'autre bout du monde, mais d'être dans la capacité de pouvoir produire directement sur place cette pièce dans le matériau qui correspond le mieux aux notions de résistance. Et la vraie révolution au niveau de l'environnement, elle est là. Et quand on parle justement d'autonomie, la 3D est une réelle réponse, et c'est là où c'est le plus surprenant. On diminue grandement l'empreinte carbone d'un produit fabriqué du coup. Ah, on la diminue complètement, parce que là on parle plus de consommation, on parle de production, et de production sur place, donc il n'y a plus justement cette notion de transport. Alors bien entendu, l'environnement c'est un sujet fort de notre époque. Il y en a un qui a un peu pris le dessus ces derniers mois,
c'est le Covid ou la Covid, selon comment on se positionne. Quels ont été les apports, les implications de cette technologie pour lutter contre la pandémie? La pandémie, c'était pour nous il y a un an, avec un confinement total. On a dû réouvrir nos ateliers très très tôt parce qu'on a eu tout de suite de la demande, mais c'était des demandes d'aide pour dire la 3D peut aider à la lutte contre le Covid, et on a essayé de trouver des réponses, à la fois des réponses locales et avec beaucoup de partenaires en France, parce qu'il y a eu vraiment un énorme engouement pour la 3D et ce qu'elle pouvait apporter. Donc la première chose, c'est exactement ce dont on a parlé au niveau environnement, c'était que la France était coupée de tout. Il manquait des masques, il manquait du matériel, il manquait énormément de choses qui devaient venir de l'étranger. Mais on s'est débrouillé de pouvoir produire un maximum d'objets en 3D, de pièces en 3D qui faisaient défaut. Donc on est rentré dans des programmes nationaux où on a imprimé des milliers de visières de protection à destination des soignants, énormément de masques de protection plutôt avancés qui ressemblaient un peu à des masques de Dark Vador, mais qui protégeaient complètement et qui étaient proches des FFP2, FFP3. On a produit énormément de connecteurs pour les masques Decathlon qui servaient en réanimation, des pièces pour des respirateurs d'urgence, et après on a travaillé avec des laboratoires français, les laboratoires Serballiance, pour pouvoir mettre au point des petites éprouvettes qui permettaient de doubler le nombre de tests journaliers Covid réalisés à la fois sur notre région mais à la fois en France. Donc on a vraiment fait tourner nos machines à plein régime, pour pouvoir produire ces éprouvettes qui s'appelaient des cupules, et on était à des dizaines de milliers de cupules produites par semaine et envoyées sur toute la France. Donc on a essayé de vraiment aider au maximum. On a produit et on a essayé d'offrir un maximum de pièces à tout le monde pour pouvoir aider, et quand on pouvait pas offrir, on vendait à prix coûtant, c'était vraiment le prix de la matière, mais on a travaillé 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7 pendant un mois, jusqu'à ce que la situation se relaxe un petit peu et que la France puisse être aussi plus à même à répondre aux besoins par elle-même et par des moyens plus traditionnels. L'impression 3D a un champ d'action très large. On peut parler de décoration, on peut parler de technologie de pointe. On a compris aussi qu'il y avait une multitude de matières utilisables, exploitables pour cette technologie. On imagine aussi, étant donné que c'est une technologie qui est encore assez jeune, qu'elle n'en est qu'à ses balbutiements, et qu'on va être surpris à l'avenir. Est-ce que c'est un euphémisme? Alors non, pas du tout. C'est exactement ce que je pense et ce que l'on pense chez Volumic. Aujourd'hui, pour replacer dans le contexte, c'est un peu comme si on était avec Internet dans les années 2000, dans les années 99. C'est-à-dire que tout le monde commence à se dire la 3D, ça peut me servir à quelque chose, donc on va acheter une machine, on va commencer à utiliser, mais on est vraiment au balbutiement. C'était comme à l'époque, envoyer un email, tiens c'est intéressant, mais est-ce qu'il faut avoir un site internet? Aujourd'hui c'est pareil, la question c'est est-ce qu'une imprimante 3D est utile pour une entreprise? C'était comme en 2000, est-ce qu'un site internet est utile pour une entreprise? Donc la réponse est oui, là on en est convaincu. Maintenant il y a plein de choses encore à faire. On va avoir vraiment des évolutions. Comme à l'époque d'Internet, on va dire que Facebook et les médias sociaux n'étaient pas arrivés encore. Nous, c'est pareil, il va y avoir encore des grands chamboulements. Aujourd'hui, nous, au niveau de nos évolutions, on est en train de travailler encore sur des matériaux incroyables, des matériaux, par exemple, porteurs de courant qui vont pouvoir laisser passer directement du courant à l'intérieur, sans fil électrique. On a des matériaux antibactériens qui sont d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Et après on a nos machines qui évoluent pour être encore plus fiables, pour pouvoir imprimer plus rapidement, toujours plus de matériaux. Les précisions c'est toujours demandé, donc on va de plus en plus précis, et après maintenant on va adresser un nouveau besoin qui est le besoin des plus grandes tailles, pour avoir des tailles plus confortables d'impression. Donc on va arriver sur des gros objets imprimables dans les mois et les années qui viennent, et là on va obtenir des machines hyper convaincantes et qui vont adresser des nouveaux besoins qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout, sur lesquels il n'y avait pas de réponse concrète. Bon, nous sommes là au sommet de la Grande Corniche,
C'est un endroit qui permet de prendre un peu d'altitude à 5 minutes du centre-ville. Prendre de l'altitude, je pense qu'on en a besoin en ce moment aussi, prendre du recul sur les choses. Et c'est un endroit qui est magique, inspirant, qui invite au voyage, avec un spectacle incroyable en regardant la mer, les couchers de soleil, les levées de soleil. Donc quand on doit s'extirper un peu de la ville et du bord de mer, monter un peu en altitude comme ça fait vraiment du bien. Être une entreprise de technologie sur la Côte d'Azur, on imagine que ça va être assez gratifiant quand même, non? La Côte d'Azur, c'est vrai que ça fait des envieux. Je sais quand on a l'occasion de voyager, de se retrouver en France, à Paris ou même à l'étranger, quand on dit que notre société est basée à Nice, les gens sont étonnés de dire il y a de la nouvelle technologie, il y a de l'innovation sur la Côte d'Azur. Et là, on leur répond que oui, il y a de l'innovation, il y a de l'art de vivre aussi sur la Côte d'Azur. Donc de travailler sur la métropole de Nice dans l'innovation, ou de se retrouver à Sophia Antipolis, ou encore même un peu plus loin, il y a cet art de le vivre. On prend vraiment du plaisir à travailler ici sur place, et après à pouvoir voyager et se retrouver en 1 heure à Paris grâce à l'aéroport, ou en 6 heures à New York. On a quand même des moyens de déplacement qui nous sont proposés, qui sont exceptionnels. La transition, elle est toute trouvée pour parler de la French Tech Côte d'Azur, et notamment de l'implication de Volumic 3D dans cet organisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? La French Tech, nous, ce qu'on adore là-dedans, c'est qu'il y a ce côté French Touch. C'est-à-dire que la French Touch, c'est quand même quelque chose qui est reconnu mondialement. Que l'on aille de partout dans le monde, les gens apprécient que l'on soit français. Ils savent qu'il y a de l'innovation, il y a du bon goût, il y a de la performance aussi derrière tout ça. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de Français ingénieurs et gros penseurs qui sont dans les plus grandes sociétés mondiales. Et en gros, c'est cette French Touch qui a un peu touché l'innovation et la technologie. Et c'est pour moi de là qu'est née la French Tech, donc la French Tech Côte d'Azur. Aujourd'hui, pour nous, la French Tech, c'est un véritable tremplin, une carte de visite qui arrive à mettre en valeur toutes les entreprises innovantes, que ce soit des entreprises ou des startups, des entreprises qui sont dans le sport, dans les nouvelles technologies, dans l'IoT, dans les communications. On s'aperçoit que dans la French Tech Côte d'Azur, on a un vivier et un potentiel qui est vraiment exceptionnel et qui ne demande qu'à être découvert et promu au plus haut point. On parle beaucoup du Made in France en ce moment. Ça représente quoi pour toi le Made in France, justement? Alors, pour nous, le Made in France résonne assez fort, parce que quand on a lancé notre marque il y a 7 ans, on l'a lancé parce que justement, il n'y avait pas de marque française à cette époque. Et on a pu faire partie des pionniers de l'impression 3D en France, avec quelques autres acteurs. Et on a pu lancer notre marque basée sur du Made in France parce qu'il y avait d'autres marques d'imprimantes 3D, marques italiennes, marques anglaises, évidemment américaines, des marques chinoises, mais là, le Made in France n'était pas représenté, ou pas encore représenté sur notre secteur qui est celui des imprimantes 3D de bureau. Donc, on a pu créer et lancer notre marque avec des valeurs. Le Made in France comme étincelle, mais les valeurs, c'était de fabriquer en France et de faire travailler des entreprises françaises. Nos imprimantes 3D sont fabriquées dans nos ateliers. On a près de 90% des éléments qui composent nos machines qui sont fabriqués en France. On fait très peu appel à l'étranger, et quand on est obligé de faire appel à l'étranger, c'est-à-dire au-delà même de l'Europe, ça va être que sur des pièces qui ne sont hélas plus produites en Europe ou en France. Mais vraiment le Made in France, on y tient énormément, et c'est grâce à ça aussi que l'on a pu exposer à l'Elysée pour la grande exposition du Fabriqué en France, qui était une expérience exceptionnelle de se retrouver
parmi des gros acteurs du fabriqué en France, pas forcément dans les nouvelles technologies. On avait des artisans, des grands industriels, des grandes marques très connues, et on avait pu retrouver notre marque Volumic dans la catégorie des innovations de l'impression 3D. C'était vraiment un moment magique et exceptionnel de se retrouver à l'Élysée. On parle de Made in France et à contrario, il y a la concurrence internationale. Tu nous as parlé des Chinois au CES notamment, avec qui vous avez été primé. La concurrence aussi en Europe. Aujourd'hui, comment est la situation à ce niveau-là pour vous? Quels sont les enjeux? Les enjeux sont importants pour Volumic, c'est-à-dire que nous, on se doit d'être innovants, d'aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de concurrence et beaucoup d'ambition par rapport à la 3D. La 3D, c'est une nouvelle révolution industrielle qui est en cours et il y a beaucoup d'enjeux. Donc nous, d'être innovants, ça nous permet d'être différents, d'attirer les regards. La concurrence, aujourd'hui, elle est principalement étrangère. C'est-à-dire qu'on va avoir de la concurrence qui vient des Pays-Bas, où on a un acteur important. On va avoir une concurrence des États-Unis, qui sont un acteur majeur de la 3D. Et après, une grosse concurrence chinoise. Il y a même des marques chinoises qui se font passer pour américaines dans la 3D. Et là, on va avoir ces concurrents-là. Par contre, nous, on va se démarquer avec des produits plus qualitatifs, qui poussent plus loin l'innovation, plus loin la performance. Et c'est vraiment là où Volumic veut se différencier. C'est de l'innovation, de la performance, mais surtout de la performance réaliste. On n'est pas là pour présenter des machines qui épatent mais qui ne fonctionnent pas au quotidien. Nous, ce sont des professionnels qui utilisent les machines, qui ont besoin de produire au quotidien. On essaye vraiment de les écouter en permanence, d'améliorer nos machines, d'être compétitifs, et c'est vraiment l'ambition que l'on a aujourd'hui. Sur un point de vue de développement, ça va se passer plus sur le grand public ou sur les professionnels à ton avis? De notre côté, ça va être toujours sur les professionnels. Le grand public, ça sera un retour vers le grand public, je pense plus d'ici 3 à 4 ans. Aujourd'hui, la marge d'évolution vers les professionnels est encore très très grande. Il y a finalement très peu de sociétés qui sont équipées en 3D. Il y a les grands acteurs de l'industrie, beaucoup de TPE, de PME, mais il y a encore énormément de potentiel de développement grâce à la 3D. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur les professionnels. On a entendu parler des fermes 3D. Alors, on imagine une ferme avec plein d'imprimantes à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de ces fermes et la motivation justement d'avoir bâti des structures comme ça pour pouvoir développer cette technologie? Les fermes d'imprimantes 3D, c'est incroyable. Vous imaginez une ferme, sauf que là, on ne va pas avoir des poules qui font des œufs, on va avoir des imprimantes 3D qui font des objets toute la journée. Et les fermes 3D ont été créées pour pallier aux petits problèmes qu'ont souvent les imprimantes 3D, c'est de dire c'est un peu lent, ça met trop de temps, donc on va pas pouvoir sortir nos objets à temps. Là maintenant, il n'y a plus ce problème qui va se poser. On va avoir directement des dizaines de machines qui impriment en parallèle les objets. Donc aujourd'hui, on a une ferme d'imprimante 3D à Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle la ferme 3D. Et cette ferme a 40 machines Volumic qui impriment en parallèle. En 4 ans, on a pu dépasser, avec Florent, qui est le directeur du site, plus d'1 million de pièces imprimées en 3D. Et là, c'est pour répondre à la demande de professionnels ou même parfois de particuliers qui souhaitent imprimer des objets dans des temps courts, mais ils ont besoin de centaines ou de milliers d'objets imprimés en 3D, avec évidemment le choix des matériaux, le choix de la finition. Donc les fermes 3D, on y croit beaucoup, on développe énormément nos machines pour qu'elles puissent intégrer des fermes simplement, et après, on n'a qu'à attendre aujourd'hui que tous les professionnels prennent bien conscience de cette dimension, de l'apport des fermes 3D, et là, nous, on est partant pour en monter un maximum en France et à l'étranger. Est-ce qu'il y a des objectifs, voire des rêves que vous entretenez? Le rêve par rapport à notre machine et notre marque, c'était déjà de pouvoir s'imposer et de faire connaître notre nom au niveau français. C'est une première étape où aujourd'hui on commence à être vraiment consulté et comparé par rapport aux plus grandes marques mondiales. Donc on est déjà
contents de cette première étape. Mais maintenant, nos nouvelles machines, nos nouveautés vont un peu cadencer tout notre avenir. On a beaucoup d'ambition. En ce moment, tout est un petit peu plus au ralenti à cause du Covid, mais c'est pas un problème parce que ça nous a permis de refondre complètement notre gamme d'imprimantes 3D. On a beaucoup de nouveautés qui vont sortir sur 2021 et sur 2022. On a une équipe qui s'est renforcée aussi. On est en train de flirter avec une vingtaine de personnes, donc c'est vraiment des équipes formidables et de personnes passionnées comme mon associé et moi. Et maintenant, on va évidemment aller regarder de plus en plus à l'étranger, donc dans un premier temps en Europe et évidemment sur la partie États-Unis-Canada. Et nous, un de nos rêves, c'est d'avoir des imprimantes 3D à nous un peu de partout dans le monde, disséminées, de pouvoir les entretenir avec des partenaires. On croit beaucoup dans cette idée, il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, on a une belle ambition et on pense qu'on a beaucoup de clés en main pour pouvoir y arriver. Une chose est certaine, vous avez été plutôt bon sur le marketing parce que les imprimantes 3D fabriquées par Volumic se reconnaissent au premier coup d'œil sur une base de vert punchy et de noir. C'était un souhait dès le départ d'avoir des machines à la fois bien sûr sûres de leur technologie, mais aussi plutôt jolies et remarquables. Oui, le noir et le vert, ce sont des couleurs qui nous portent depuis le début. On avait besoin de se démarquer au début en étant fabricant français, se démarquer avec des machines performantes, mais il fallait aussi se démarquer visuellement parce que l'esthétique, le visuel, c'est ce qui fait s'arrêter une personne devant un véhicule aujourd'hui dans cette voiture, mais pareil sur des salons industriels, dans un catalogue produit que l'on va regarder sur internet, identifier très clairement une machine vert et noir par rapport à d'autres imprimantes 3D qui sont de couleurs beaucoup plus basiques ou moins remarquables. Nous, ça nous donne vraiment un atout. Certains adorent le vert, d'autres l'aiment moins, mais ça nous permet de vraiment se différencier. Et après, pour les personnes qui n'aiment pas le vert, on propose aussi des machines toutes noires qui font super industrielles avec des finitions carbone et elles aussi, elles sont exceptionnelles. Et puisqu'on est dans le domaine des startups et que Volumic 3D est une entreprise qui aujourd'hui a plusieurs années d'existence, on imagine qu'il a fallu beaucoup de résilience, de volonté et de détermination pour en arriver là. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui souhaite suivre le même chemin aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je sais qu'il faut se focaliser sur une vision au départ. Déjà vraiment avoir une vision, croire en cette vision, croire en soi aussi, en ses capacités d'atteindre cette vision. Avoir des équipes, et pareil, croire en ses équipes parce qu'il faut vraiment se reposer sur ses équipes. Et après, je dirais qu'il n'y a pas de secret, c'est du travail, de la sueur. C'est le prix d'être entrepreneur, mais ça permet de faire des choses et de vivre des aventures vraiment exceptionnelles et qui nous permettent d'en sortir grandi et d'amener toute une équipe aussi avec soi. Voilà, ça c'est la plus belle des satisfactions. Donc on arrive, Stéphane, à la fin de cette interview et sur la fin on fait carte blanche à l'invité. Donc voilà, tu finis comme ça te chante. Bon, je vais prendre cette carte blanche. Déjà, merci pour cette invitation et ce voyage. Moi, j'apprécie vraiment le confort de cette Volkswagen ID.3. C'est une de mes premières expériences dans un véhicule électrique. Donc, en effet, le confort, le silence, on est dans l'avenir, on est dans le futur. Je pense pas qu'on reviendra en arrière trop rapidement par rapport à ces véhicules. C'est l'avenir et des valeurs sûres. Maintenant, je tiens aussi à remercier la French Tech Côte d'Azur et ses équipes parce que on s'est retrouvé à Las Vegas avec eux. On sait que la French Tech Côte d'Azur est ultra dynamique, il y a tout un tissu national qui est aussi impressionnant, qui arrive à soulever des montagnes. Donc tous unis autour d'une bannière qui est la French Tech en France, ça a vraiment du sens, ça a vraiment de la valeur. Nous on est très fiers de faire partie de la French Tech, et la French Tech Côte d'Azur, ça fait rimer innovation et Côte d'Azur et ciel bleu. Pour nous c'est fabuleux et on est très très heureux d'être sur ce territoire. Merci.